Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, votre rendez-vous boursier interactif, comme son nom l'indique, live en direct sur Facebook, sur notre page Facebook, pour vous permettre de poser vos questions de façon très simple dans la partie commentaires. On y répondra. Alors aujourd'hui en interaction spéciale Brexit, et oui, c'est un rendez-vous que nous donnent nos amis britanniques début juin, pour savoir s'ils vont rester à bord de l'Europe ou en sortir. Pour en parler, Hubert Tassin, bonjour. Notre spécialiste de la Britannitude. Je suis pas sûr. Paul Schforer et Thomas Louis, bonjour messieurs. Bonjour. On commence tout de suite par cette actualité chaude. Alors, should I go, should I stay, comme dirait, je ne sais plus quel groupe de musique, c'était les... Enfin bon, ça nous reviendra. Ça nous reviendra. Non, alors donc juste une petite ouverture sur le sondage là, que j'ai pris sur le site du Daily Telegraph, mais tous les journaux anglais font à peu près la même chose tous les jours. Alors, deux choses là-dedans. À aucun moment, donc depuis un peu plus d'un an, le oui à la sortie n'a été au-dessus du fait de rester. Hein. À aucun moment. Donc ça c'est... En revanche, la dynamique des deux courbes qui se retournent au milieu de 50% joue éventuellement dans l'autre sens. Alors, juste un mot sur les scénarios institutionnels. C'est prévu qu'un pays sorte de l'Union européenne. 2 ans pour négocier en tenant compte du cadre des relations futures, je cite. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas s'attendre, si jamais il devait sortir, à ce que les Européens fassent vraiment des cadeaux. C'est-à-dire que la situation suisse, la situation norvégienne, qui consiste à dire vous n'êtes pas dedans, mais vous êtes dedans, les Norvégiens payent des cotisations, mais ne participent pas aux décisions. Il ne faut pas trop y croire, parce que si on fait ce cadeau, si on fait un cadeau à l'Angleterre qui sort, il peut tout se passer en Italie du Nord, il peut se passer à Barcelone, etc. Donc, ce que montre les sondages, c'est que ça se resserre. C'est digne d'un scénario de bonne fiction de Netflix. 50-50, mais la tendance est quand même clairement au côté je sors. Oui, là, on va y revenir parce que pour les Anglais, c'est assez étonnant de se prononcer sur un fait majoritaire. Et ou non, il y a bien un des deux qui va l'emporter. Ils ne savent pas faire. Et je crois que c'est la slide que Paul nous a apportée. C'est la slide du Parlement, leur Parlement. On est majoritaire au Parlement et de manière écrasante en ayant 25-35% entre 25 et 35% des voix. Un commentaire, Paul ? Oui, tout simplement, je crois que les élections se sont traduites par une dynamique très favorable pour Cameron. Ce qui veut dire Mais c'est lui qui avait promis ce référendum. Il a promis le référendum et il avait dit que lui, une fois les négociations faites, il voterait pour rester dans l'Europe. Et contrairement à d'autres personnes de son parti, voilà. Donc, qui sont aussi en bleu là-dedans. Qui sont aussi en bleu. Mais on peut considérer que c'est quand même une vraie victoire de Cameron, cette élection. Quand on voit d'ailleurs qu'il y a eu un recul très fort des libéraux et un recul en nombre de sièges des travaillistes, plus un émiettement régionaliste. On reviendra là-dessus. On s'aperçoit donc qu'il pourrait bénéficier de la dynamique, et si j'avais un pari à faire, c'est peut-être celui-là que je ferais. Alors, juste un mot sur Cameron. Cameron a peut-être mal vendu l'accord qu'il a obtenu des Européens, qui est un accord qui porte sur la question, qui n'est pas la question économique, on va revenir sur les questions économiques, mais qui porte sur les questions psychologiques, les questions de souveraineté. Cameron a obtenu des Européens de revenir sur le toujours plus d'Europe, c'est-à-dire quand la Commission prend un pouvoir, elle ne le rend pas. C'était ce qui avait fait faire partir l'Europe en 61 avec De Gaulle. Avec De Gaulle, il a obtenu ça, et donc c'est très important en souveraineté, mais je trouve qu'il le vend peut-être insuffisamment. Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au Brexit et quelle importance pour notre portefeuille et la bourse en général ? Alors, ça pourrait avoir de l'importance, d'abord parce que ça va faire bouger des monnaies, c'est toujours important. On sait l'impact que ça peut avoir dans notre gestion, on le souligne assez souvent. Donc on a déjà un premier effet là-dessus, sur ce point-là. Ensuite, on peut se poser des questions, quels peuvent être les secteurs gagnants et perdants d'un mouvement pareil. On sait que le secteur financier est très présent chez nos amis grands-bretons. En revanche, on a aussi une bulle immobilière extrêmement importante là-bas. Est-ce que ces classes d'actifs vont se déplacer ? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose en tant que gérant. Et avec un cataclysme en cas de Brexit ou les choses... Sûrement,
un choc sur l'échange. Hein. Donc on dit 10 ou 15%, personne n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que la monnaie va dévisser, c'est que la banque centrale va avoir beaucoup de mal à la tenir, puisqu'il y a un effet récessif. Hein. Il y a un effet récessif très important. Donc elle aura plutôt tendance à baisser ses taux au moment où la monnaie se casse la figure. L'Union européenne, je regardais, pèse 13% des exportations du Royaume-Uni. Quand le Royaume-Uni pèse 3% des exportations des autres. Donc je ne dis pas que c'est neutre pour nous, mais c'est vraiment très déséquilibré de ce point de vue-là. Vous savez que donc, la campagne est partie sur des questions économiques et le gouverneur de la Banque d'Angleterre a estimé qu'à 5 ans, c'était 3 à 6% de moins de PIB, c'est-à-dire il les a fixés à 4300 livres de moins dans la poche de chaque Anglais. D'accord, donc c'est pas neutre pour eux. C'est pas neutre pour eux. Pour nous, ça l'est peut-être... on aura y revenir un peu différemment. Alors, et derrière ce Brexit, vous voyez la Grande-Bretagne voler en éclats ? Quelque part, c'est un peu cette problématique qui va se poser. C'est avec qui ils vont reconstruire et quel projet ils vont porter. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que les Écossais aient envie de sortir de l'Europe. Ça va être un problème à traiter. Donc on pourrait avoir une Grande-Bretagne qui sort et des Écossais qui reviennent ? En fait, on peut avoir une déconstruction profonde de ce que nous avons appelé depuis 1800 le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai déconstruit le drapeau anglais que nous connaissons bien et on ne sait pas où ça s'arrête. Et ça, c'est une dynamique qui est susceptible de perturber énormément les acteurs économiques. Si on revient au sondage, on a montré le sondage global. Le sondage en Écosse, précisément, c'est pratiquement 60% ou 70%, entre 60 et 70% favorable au fait de rester dans l'Europe. Donc, et puis alors, en Irlande, ne pas déjà être dans l'euro, c'est probablement compliqué pour eux. Alors ne pas être dans l'Europe, en Irlande du Nord, ce serait très compliqué. Bon, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. En tout cas, on voit la décomposition de l'Union Jack, le drapeau britannique, en effet avec la croix de Saint-Georges, la Saint-André et la Saint-Patrick qui sont mélangés et qui donnent cette Union Jack. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment une problématique qui deviendra très importante parce que il y a à peu près 60 traités à renégocier derrière. Et donc on les renégocie avec qui ? Le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse, chacun voudra peut-être aller... Sachant que dans les 60 traités, il y a tous les traités sur les services, parce que si on appliquait les règles de l'OMC aux services, la City ne peut plus exister telle qu'elle est. Donc, ça, c'est... Et ça, je crois que c'est le point le plus important, c'est que finalement, cela voudra dire certainement une beaucoup plus grande brutalité du traitement économique et beaucoup plus de libéralisme en Angleterre. Ça deviendrait un paradis fiscal, un gros paradis fiscal, encore plus. Enfin, je ne sais pas si c'est un paradis fiscal. L'avantage de la Grande-Bretagne, c'est qu'il y a 2 règles d'imposition. Quand ça va bien, on impose à 40. Quand ça va mal, on impose à 50. Pour résumer, c'est assez simple, assez basique. C'est anglo-saxon, contrairement à nous qui ne savons toujours pas à combien on est imposé, alors que tout le monde peut avoir des revenus identiques. On peut tous avoir des niveaux d'imposition totalement différents. Ça, c'est un premier sujet. Moi, l'autre sujet, je vais le ramener à la gestion, purement et simplement. Si on me dit demain, les valeurs anglaises ne font plus partie de l'Europe, je suis obligé de les vendre dans un certain nombre de mes fonds. Qui sont éligibles au PEA, qui sont, par exemple, et ça aura des conséquences aussi de ce point de vue, donc des arbitrages peut-être massifs. Est-ce qu'on ne va pas préférer aller vers la Suisse pendant un temps plutôt que privilégier la Grande-Bretagne ? On a un pays dont la balance courante est très déficitaire, qui vit sur les importations de capitaux et de population et de main-d'œuvre à haut niveau de compétences, les fameux Français qui sont à Londres. Et donc, ça déséquilibre complètement l'affaire. Et ça va avoir un effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit on va gagner une moindre contribution à l'Europe, mais ça va avoir un coût pour le financement et de l'État, et donc par conséquent des entreprises. Et ce coût, on peut l'évaluer à une 50aine de points de base, on a une slide, ce qui est quand même assez significatif. Oui, juste un mot aussi sur les conséquences que ça pourrait avoir sur d'autres pays européens. C'est-à-dire que là, c'est un peu la porte ouverte à d'autres sorties. C'est justement pour ça que l'Europe sera extrêmement dure. L'Europe, les Français, les Italiens et les Allemands vont être extrêmement durs dans la négociation dans les fameux 2 ans des nouvelles relations commerciales, parce que s'ils laissent en fait un traitement de faveur à l'Angleterre, qu'est-ce qui va se passer en Italie du Nord? Qu'est-ce qui va se passer en Catalogne? Donc ça peut aller dans tous les sens. Le Benelux n'est pas si solide que ça.
Donc ça sera probablement très très dur pour eux. Ils n'ont rien à gagner économiquement. Je crois qu'il faut quand même qu'on s'en persuade. Avec la décomposition. Ah oui, là on revient un petit peu sur l'émiettement. Ce qui est important à travers ce graphique, c'est de voir que... C'est spectral. Hein. On n'est plus dans un jeu où il y avait 2 équipes, voire une 3e. Le fameux bipartisme britannique. Là, cette fois-ci, on a complètement explosé cette logique-là et on est devenu très européen finalement dans l'organisation des parlements. Mais avec un mode de scrutin très particulier. Tout à fait. Et ce mode de scrutin, il ressort dans le fait que finalement les travaillistes ont plus de voix, ont progressé, ils ont plus de voix sur cette élection, mais ils ont moins de sièges. Et il y a quand même une progression du côté des conservateurs, mais elle est moins significative. Donc c'est vraiment des choses qui sont très particulières, qui sont en train de se transformer. Alors, en effet, Hubert, vous parliez du budget. Alors le budget, c'est 0,5% c'est pas du PIB, c'est pas énorme. Hein. C'est ce que dit le graphe apporté par Paul. Et pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, ça serait modeste comme hausse. On dit 2,2 milliards pour l'Allemagne, 1,9 milliard pour la France, 1,4 milliard pour l'Italie. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut chercher... Pour les finances publiques des grands pays européens, ça ne serait pas un drame. Et pour eux, ce ne serait pas forcément une aubaine. Et pour les Anglais, ça risque d'être finalement un coût, parce que le coût de financement de la dette actuelle sera contrebalancera le gain qu'ils peuvent escompter sur le budget européen. On continue donc. Là, ça résume ce qu'on vient de dire un peu. Voilà. Oui, là, je crois que le point le plus important, ce sont des think tanks européens, donc pas nécessairement anglais, et eux ont cherché à regarder quel était le poids, quel était l'impact de la décision de sortie sur les pays sur l'Angleterre, mais aussi sur les pays de l'Union européenne. Ce qui est très clair, c'est que c'est l'Irlande qui est la plus impactée. Ensuite, la Belgique et le Luxembourg sont touchés, mais on voit que la France, c'est quasi zéro. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, on dit ça, mais si la livre sterling se pète la figure de 10 ou 15%, le tourisme en France, qui est quand même un tourisme d'anglais qui ont des gros revenus, va aussi douiller quand même. Et alors ça, c'est pas compté dans les statistiques, évidemment. C'est la parfaite transition avec la slide suivante. On s'interroge sur le Brexit, on est en direct sur Facebook, posez-nous vos questions. Alors voilà, donc la livre. Oui, en fait, le vrai enjeu, c'est la livre, et finalement... Aujourd'hui, ce qu'on peut regarder, c'est que déjà, on a, à travers l'indicateur avancé qui est le PMI, une décélération de l'activité anglaise. C'est la courbe bleue. C'est la courbe bleue pleine. On a une vraie décélération, on est passé en dessous des 50%, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une période de ralentissement que dans une période de progression. C'est un très mauvais indicateur relatif par rapport aux autres pays, et la conséquence qu'il y a immédiatement, c'est qu'après une très grande période d'appréciation du sterling qui est correspondu à un choix de la Banque centrale anglaise de mener une politique plutôt du type anglo-saxon américain, à l'image de la Fed, on est dans un schéma où aujourd'hui le sterling s'affaiblit et va continuer à s'affaiblir certainement dans cette logique. On sent qu'il y a des tendances quand même fortes un peu partout sur la planète à cet isolationnisme. Ça fait penser à Trump finalement aussi, à son discours America First. On voit ça un peu partout maintenant fleurir. C'est une bonne chose pour l'économie mondiale? Pour ce qui est de Trump, Trump a décidé de s'adresser à la classe moyenne américaine qui a été, entre guillemets, probablement relativement maltraitée ces 4 à 5 dernières années. On a vu, grâce aux travaux de notre brillante économiste Thomas Piketty, qui confond tout et son contraire, mais pour le coup, qui a une analyse assez juste sur les États-Unis, l'écart de richesse est considérable et surtout, la classe moyenne n'en profite pas. Donc les Américains, qui sont malgré tout pragmatiques, ont compris qu'il fallait redonner du pouvoir d'achat à cette classe moyenne. Le pétrole a été un des catalyseurs. Vous savez qu'on aime bien les catalyseurs aussi dans cette émission. Le pétrole, ça a redonné du pouvoir d'achat aux Américains. Je pense, moi, que ce n'est que le début. Et d'ailleurs, on le voit bien au travers des chiffres d'inflation aux États-Unis, d'inflation salariale, pardonnez-moi. On voit que c'est assez soutenu. Ça continuera probablement comme ça, puisqu'il faut que cette population s'enrichisse un peu. Elle est désormais désendettée. Qu'elle s'enrichisse un peu
pour contribuer à la consommation Mais américaine. même problème en Europe. Hein. Non, mais surtout, l'affaire anglaise, c'est exactement l'affaire que vient de décrire Thomas. C'est-à-dire que le type qui est au milieu des États-Unis, au Kentucky, ou Dieu sait où, c'est un peu le type qui est à Birmingham par rapport au type qui est à Londres. C'est-à-dire que la croissance anglaise, hein, je ne parle pas de l'Écosse, de l'Irlande, même peut-être pas du Pays de Galles, la croissance anglaise, elle s'est centrée sur Londres, les services, alors les services de la finance, les services informatiques, etc. Ça s'est concentré et au détriment, effectivement, d'une classe moyenne qui existe. Et donc, on voit bien dans les fameux sondages que les Anglais, excepté Londres, c'est eux qui votent non, et alors que tous les autres votent oui. C'est les oubliés de la croissance, et donc c'est bien ce problème-là. Derrière cette bataille, il me semble que finalement, plus que de dire produisons local, c'est plutôt comment on récupère les taxations que l'on peut faire sur les grands groupes multinationaux. Et ça, c'est quelque chose qui certainement connaîtra un accélérateur après ce... Alors juste un petit mot... On ne peut pas parler d'Angleterre sans parler de bookmaker. Oui, un petit mot des marchés. Alors, c'est un marché très particulier, le marché du jeu, du bookmaking. Vous savez que les Anglais jouent surtout, hein, sur le chapeau de la reine, etc. Ouais. Donc, ils jouent évidemment sur la couleur. Alors, ce qu'on peut voir, c'est surtout... les gens de la City qui jouent, et on voit qu'ils ne croient pas que la sortie va l'emporter, puisque si vous jouez 1 euro, là en l'occurrence c'est 1 euro, vous aurez 1,49 €, c'est-à-dire vous gagnerez un peu moins de 49% de votre mise si l'Angleterre reste, et en revanche vous gagnerez 2,3 fois si l'Angleterre sort. C'est pas des marchés nuls, hein. On dit qu'il y a 150 000 200 000 € de jouer sur ces sites-là. Les bookmakers parient sur un maintien dans la zone euro, de manière écrasante. Enfin, dans l'Union européenne. Et j'ai lu quelque part qu'en effet, ces systèmes de paris, puisque de l'argent était engagé, sont beaucoup plus fiables que les sondages. C'est beaucoup plus prédictifs, finalement. C'est ce qu'on pense. Ce n'est pas toujours le cas avec, par exemple... la réélection de François Hollande. Non, par exemple les matchs de football, où les Français ont joué massivement pour le Paris Saint-Germain dans les derniers matchs. Oui, les Français. Non, là, c'est effectivement du vrai argent, alors que les gens qui vont les voter, ils vont voter un peu avec leur tête et un peu avec leur tête. Comme vous le disiez, Hubert, c'est la City qui joue, oui. Et c'est un prisme très londonien, et pour moi, c'est pas totalement fiable. Je pense aussi que c'est très très londonien, et qu'effectivement, le type qui est à Bristol ou à Birmingham... Si vous aviez une livre à parier, vous la pariez sur... je pense qu'ils vont rester. Je pense qu'effectivement, on va jouer à se faire peur. Il va peut-être y avoir des sondages qui vont passer au-dessus et qu'on joue à se faire peur. Oui. Paul, moi aussi. Il reste, Thomas. Moi, je crains pas. Je pense qu'ils sortiront. D'accord. Non, parce les paris sont pris. On a des contacts, y compris des gens de la City, qui disent mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai un cottage je sais pas où, tout le village, c'est les mêmes qui vous disent en France, mon village vote Le Pen. Il y a un ressenti. L'économie, il faut rester. Et en revanche, le souverain, la supranationalité de l'Europe, les gens ont envie de sortir. Le cœur et la raison. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Brexit. C'est un sujet important. Hein. On va en reparler au cours des séances et des semaines qui viennent. Les élections, donc résultat... Le 23. 23 juin. Merci pour ce point. On enchaîne tout de suite avec la suite de notre émission. Bon, on vient à notre gestion traditionnelle, en effet, avec tout de suite Thomas Lefeu. On en a un qui bouge, hein, le stress de refinancement, mais ce n'est pas celui-là qu'on a décidé de commenter, que Paul va commenter d'ailleurs. On commente l'historique, l'historique des indicateurs, on reviendra peut-être dessus, le stress de liquidité, oui. Oui, en fait, la semaine dernière, on en parle toutes les semaines. Il faut dire les choses comme elles sont. Et là, il y a une chose qui me paraît importante et que l'on peut voir à travers l'indicateur du stress de liquidité qui reste au rouge, lui, c'est qu'on revient sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis longtemps, et en particulier aux États-Unis. Donc, ce n'est pas le sujet du Brexit, c'est vraiment une situation où tout semble se calmer puisque la Fed a un peu clarifié son discours. Elle a d'un autre côté, elle en passe d'arriver à atteindre tous ses objectifs, les 2% d'inflation, la stabilité de la monnaie, un emploi qui est quand même pas si mauvais que ça. Et malgré tout cela, il y a une tension entre le financement de l'économie et le financement de l'État. Et ça, c'est jamais très bon. Ça signale qu'il y a quelque chose qui est inquiétant. J'ai une question, mais je ne connais vraiment pas la réponse. Est-ce que le niveau des taux d'intérêt ne joue pas justement sur l'indicateur? C'est-à-dire qu'avec des taux d'intérêt qui sont négatifs dans certains pays, ça joue sur l'indicateur. L'écart de taux est plus important qu'il n'était même en 2008 ou en 2009. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder. C'est un petit peu la même situation que celle qu'on a eue en 2012.
On a eu toute une période de taux très très bas aux États-Unis et ça n'avait pas tendu le test spread. C'était une question. Allez, voilà donc, on reste en mode 3 et on passe à la rubrique performance. On va commencer donc par les performances côté action, les plus fortes hausses et les plus fortes baisses de la semaine. Alors là, c'est sur le CAC. Alors, sur le CAC, effectivement, on a Orange, LVMH et Airbus. voilà, on a un mouvement qui n'est pas très indiciel, pour revenir à nos préoccupations habituelles. Effectivement, des valeurs technologiques enfin Orange qui fait son retour, c'est assez intéressant. On voit aussi. C'était hier et Bouygues aujourd'hui, donc on voit quand même un peu de retour sur les. Oui, on sur revient. ce qu'il y a dans nos paris, c'est-à-dire les télécoms. Voilà, ça c'est pas mal. LVMH qui continue de rebondir. Je pense qu'on a le facteur émergent qui est en train de revenir à l'ordre du jour dans les cours de bourse d'LVMH. Airbus qui se reprend un petit peu. AXA, Danone, L'Oréal. On voit les composantes aujourd'hui qui sont celles des pays d'une reprise de la demande, plutôt sur les biens de consommation, plutôt sur le cyclique. Je pense qu'on est sur la composante émergente là, avec probablement des chiffres de croissance qui seront meilleurs ou pas qu'attendus, j'en sais rien, mais en tout cas on corrige des excès qu'on a. En tout cas moins mauvais. Moins mauvais, c'est déjà pas mal. Et puis en queue de peloton, on a des corrections importantes sur Total, sur ArcelorMittal, qui était un titre suivi par un de nos non pas lecteurs, mais un de nos auditeurs, voilà, un de nos internautes, voilà, c'est le terme exact, et Sanofi. Donc on voit que je parlais de la composante indicielle à la hausse, mais à la baisse, par contre, c'est bien Total et Sanofi qui font mal à l'indice CAC 40, et on verra que ça fait du bien. Plus les banques, quand même, on a des mauvaises nouvelles. Bon, Crédit Agricole et Natixis cette semaine, et on a une pression sur les banques européennes via les italiennes, mais aussi via les françaises. C'est le deuxième chose à voir. La troisième, c'est qu'on voit les dossiers qui sortent, des dossiers dont on a parlé. On a parlé de Zodiac, on a parlé d'Ipsen, on a parlé de Nexans, on a parlé de Technicolor. Les petits dossiers, c'était un des thèmes qu'on est en train de voir au tournant de l'année. Les petits dossiers ressortent. Ça veut dire que ça va mieux, mais d'un autre côté, quand Telsat nous fait un avertissement sur les bénéfices et se pète la gueule de 17% aujourd'hui, ça prouve que les petits dossiers, il faut aussi avoir des parachutes, même si pour quelqu'un qui envoie des satellites en l'air, c'est pas utile. Alors, on regarde l'écart. Cette semaine, on va dans le bon sens. Ben oui, puisqu'on a repris 0,64 avec interaction contre 0,07 à l'indice, avec une période de distribution de dividendes qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, notre écart n'est plus que de 1,40 par rapport au CAC, alors qu'il était monté à 3,5, 4. Voilà. Bon, les thèmes sectoriels, on les a un peu commentés. Oui, je pense qu'il n'y a pas de remarque particulière. Il y a une chose à dire, c'est qu'effectivement, les dividendes ont ramené les liquidités à presque 10%. Ont remonté les liquidités à presque 10%. C'est mécanique en réalité. Absolument. Voilà. Ouais. Bon, voilà donc, et Interaction, donc on a vu le top 10 et le flop 10 du CAC, voilà, sur Interaction cette semaine, ça donne ça. Oui, avec une remarquable performance de Wirecard, dans les industries, dans le domaine industriel, c'est suffisamment important pour qu'on puisse le remarquer. Orange, on en a parlé, TUI qui se reprend. C'est plus sur de la reprise technique, parce que la correction avait été violente. Oui, ça avait été un peu dur. Voilà. Nexity, on a plutôt des bonnes nouvelles en règle générale. Chargeur, c'est pas mal aussi. Deleuze, ça continue d'être excellent. C'est une vraie bonne nouvelle. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a notre pari sectoriel sur les matériaux de base qui nous coûte un petit peu. Ça, on sait qu'il y a des trous d'air et dans les deux sens. Voilà. Ça monte et ça descend. Exactement. Et puis on a Rheinmetall aussi qui, suite à ces résultats, connaît une correction importante, et je reparlerai de ce titre tout à l'heure. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce portefeuille, ces performances. On passe à la séquence gestion. Alors, pour commencer cette séquence, un petit mot sur l'historique. Quels ont été les arbitrages récents? On le voit là, on a procédé essentiellement à des renforcements de position, et on a soldé une ligne. On a soldé la ligne en Lagardère. Ça manque un peu de visibilité, cette affaire. Atos, Sanofi et Siemens renforcés. Donc nous, ça nous va bien. On est sur de Sanofi parce qu'on continue de penser qu'il y a des grands mouvements à venir dans les pharmaceutiques. Vous savez que j'aime beaucoup Ipsen, donc je le redis à chaque fois qu'on parle de Sanofi.
il y a un moment où effectivement la sélection de dossiers, on pourrait aller vers je rappelle de ce type. Vous avez raison. Une des raisons pour lesquelles on était rentré dans Sanofi, c'était le rebond indiciel. On en a profité, même si cette semaine c'est négatif, peu importe, on en a plutôt bien profité. Et on va pouvoir après sectoriellement basculer sur de l'Ipsen qui pour une fois nous donne des bons résultats parce que ça fait quand même 3 ans que c'est plutôt décevant. Donc on va pouvoir commencer à revenir dessus. Un mot sur Lagardère. Lagardère, donc vous dites on n'a pas beaucoup de visibilité, mais j'avais envie de dire pas plus qu'avant. On a Arnaud Lagardère qui... On en a de moins en moins. Qui revient sur le devant de la scène. Le but de Lagardère, ça a l'air d'être de verser des dividendes à Arnaud Lagardère pour qu'il paye ses droits de succession. C'était déjà ça avant. Bah oui, mais c'est de plus en plus. À partir du moment où vous vendez les activités récurrentes, les plus belles, les activités de distribution, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que c'est pareil sur le... Ah non, mais... Oui, mais la presse, c'est pas un truc qui est très très valorisé. Hein. Bon, donc vous êtes d'accord. C'est pas une nouveauté. Ouais. Non, le sport, le pari sur le sport, Thomas connaît mieux ce secteur que moi, mais on comprend pas, on voit pas les progressions de chiffre d'affaires ou de marge qu'il va avoir. Et le pari sur le sport, on voit les coûts sont exorbitants. Hein. Le coût, par exemple, pour le rugby qui met cher. Sur Canal, il a augmenté de 20%. Bravo à vous, les organisateurs de rugby. Oui, c'est bien pour ce sport. Non, mais ce qui veut dire quand même, quand on augmente de 25% les droits, c'est substantiel. On voit aussi que Canal cherche à ramener le football chez eux. Donc ça, c'est important. Moi, je crois que Canal va revenir sur quelques fondamentaux, dont le sport, où il y a vraiment une ligne éditoriale forte. Alors que chez Lagardère, je ne comprends, c'est difficile de comprendre. On comprend ce que Vivendi veut faire chez Canal. Alors ça ne produit peut-être pas tout de suite des effets. On ne comprend pas du tout où va Lagardère. Bon, on comprend qu'on est sorti de Lagardère. En tout cas, alors dans l'actualité, dans les idées, dans déjà les télécoms, on a dit un mot. Orange est en tête, mais SFR qui pleure, Orange qui rit, et Bouygues qui serein. Il est comme ça, Martin. Mais oui, mais c'est son argent. Je ne cesserai de le répéter. Cet homme ne fait pas n'importe quoi, n'est pas prêt à tout accepter. Donc, quand il n'est pas prêt à tout accepter, c'est qu'il a une vision industrielle des choses. C'est une des raisons pour lesquelles on est derrière lui. Orange, j'aime bien le virage qui a été pris par Orange depuis 4-5 ans. Stéphane Richard, lui aussi, se comporte remarquablement avec cette entreprise. Et pourtant, ce n'est pas son argent. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de donner une vision industrielle. Il a racheté, je le rappelle, Groupama Banque pour créer Orange Bank. Donc il commence à comprendre que c'est lui qui a les tuyaux. Et lui, il ne va pas dans les contenus. Hein. Contrairement à Drahi qui veut mettre du média dedans, il va mettre de la Il cherche à faire de l'argent. Oui, je pense. Et puis c'est toujours pareil. Quel média mettons dans les... Parce que je comprends que... oui, très bien. Ça va vous faire acheter un forfait à SFR. Oui, formidable. Tant mieux pour ceux qui aiment Libération, mais pour ceux qui ne l'aiment pas, tant pis pour eux. Toujours est-il que moi, je crois très bien les contenus, pourvu qu'ils soient de qualité. Je pense que Stéphane Richard cherche, lui, à mettre de la valeur dans ses affaires. C'est plutôt intéressant. Le contenu, au bout d'un moment, on se rend bien compte que si le contenu est nul... vous avez beau avoir tous les tuyaux du monde, les gens ne regarderont pas. Toujours dans le même secteur, c'est pas tout à fait le même secteur, mais on a déjà un mot, c'est Vivendi. Vivendi qui a juste sa participation dans Telecom Italia, ça c'est presque secondaire, mais qui publie des résultats qui sont moins bons, mais qui n'inquiètent pas. Parce qu'on voit une stratégie, c'est peut-être oui, c'est ça l'idée. Il y en a une, puis il y a la reprise en main de Canal aussi, quand même. Ça coûte. Et ça coûte, mais de toutes les façons, on est dans le dur en ce moment, on le voit bien, entre les annonces de départ des uns et des autres. On comprend aussi que Canal était visiblement une machine à cash pour un certain nombre de personnes, et pas forcément pour les actionnaires. Avec un problème aussi de business model long terme de la télé traditionnelle, quand on voit tous ces acteurs qui arrivent par Internet. YouTube, pas plus tard que ce matin, devrait lancer, notamment aux États-Unis, une offre de chaîne l'équivalent du câble, mais beaucoup moins cher. Est-ce qu'il reste un business model sur la télé payante à la Canal ? À la Canal, non, mais à la télé payante, oui. Donc, Oui, moi je crois à la télé payante pour autant qu'il y ait, encore une fois, du contenu qui intéresse les personnes. On le voit bien sur Netflix aujourd'hui, avec une montée en puissance qui est plutôt extrêmement importante. Avec ce test qu'on a vu récemment sur Marseille, par exemple, je trouve ça intéressant. Parce que le problème s'est posé pour la presse, pour la musique. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vendent ?
qu'est-ce qui vaut très cher? C'est le direct, c'est le sport. Il n'y a pas de doute. Donc effectivement, les mises nous donnent le vertige. Mais Bolloré, quand il est arrivé chez Canal, la première chose à faire, c'est de récupérer le football. Parce que sinon Canal était cuit, alors d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on voit dans Vivendi, c'est qu'il y a quand même une stratégie que, effectivement, Havas, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, la publicité aussi. Hein, parce que si la télévision est compliquée, c'est que le gratuit est aussi compliqué. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a une vision et il n'y a pas de surcote. Bon. Donc voilà. Donc on est sorti de Lagardère, on continue à soutenir Vivendi, Bouygues, Orange. Alors, cette semaine, il y a un truc formidable, c'est M. Naouri qui rebondit. C'est Casino qu'on annonçait quasiment en dépôt de bilan, fuite de trésorerie, qui fait une croissance externe, qui annonce qu'il s'est désendetté. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Alors on avait commenté lors d'une émission le sort de Casino qui nous semblait complètement décorrélé de la réalité financière de l'entreprise, puisqu'il avait réussi à faire les ventes au prix annoncé des participations, voire supérieures pour la partie Asie. Donc chapeau l'artiste, oui, enfin voilà, c'est un garçon qui là aussi c'est son argent. Alors, oui. Il fait attention. Nous on a du Deleuze, mais bon. Et on n'a pas de Casino. Il fallait pas le tuer au moment où des banquiers d'affaires cherchaient à le tuer. Est-ce que c'est le moment de prendre du Casino? Non. C'est pas notre. On a du Deleuze, on a un truc sérieux, quoi, sérieux. C'est pas que Casino soit pas sérieux, mais là c'est remarquable. Le Brésil, c'est que ça reste un problème. Ce qu'on voit, l'alerte sur les profits de TSAT ce matin, c'est précisément le chiffre d'affaires qui est réalisé en Amérique latine. Donc la bourse brésilienne a repris 22%, 23% depuis le début de l'année parce que la présidente a été virée, mais c'est pas une raison pour... Allez, toujours dans l'actualité, EDF. EDF, Engie, quoi, les deux. Les frères... oui, j'allais dire les aventures des participations françaises et de la gestion à la française continuent. Sur EDF... c'est un mauvais film qui est en train de se passer. Vous n'achetez pas l'histoire industrielle, qu'il faut absolument que l'EDF reste présent dans le mais bien sûr, et plutôt 2 fois qu'une. On pense même que tout est à peu près dans les cours aujourd'hui. Mais ce qu'on voudrait, c'est que les politiques arrêtent de se mêler d'industrie. C'est une catastrophe systématique. C'est très mauvais qu'ils parlent. Voilà. Donc on a bien vu que... Mais c'est pas cher, vraiment. Non, mais ce qu'on a vu, c'est que visiblement, les sites, notamment de Fessenheim, vont pas être convertis en usines à fabriquer des Tesla. Hein, c'est quand même la belle annonce de Ségolène Royal. C'était quand même énorme. Et puis alors là, ce matin, toujours plus fort, l'histoire sur le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, qui concerne aussi bien d'ailleurs EDF qu'Engie, où une ministre nous annonce qu'elle va essayer de trouver une solution pour interdire l'importation du gaz de schiste. Effectivement. Elle va lui donner une couleur, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Oui, alors ce qui va être intéressant, c'est comme on le sait, c'est que les deux gaz sont mélangés dans les bateaux, donc il va falloir... les trier à l'arrivée. Mais bon, on n'a pas de pétrole, on a des idées en France. Mais EDF, on a tenu bon quand c'est passé en dessous de 10 €, c'est remonté à 12, là c'est entre 11 et 12. Je crois qu'il y a du potentiel. Hein. Oui, je crois aussi. C'est pour ça qu'on l'a fait. On en a eu du EDF, on n'en a plus. Si, on en a. On s'accroche à nos actions EDF. Ah oui, parce qu'on l'a acheté dans un timing un petit peu plus haut, mais c'est pas grave pour moi. Je pense vraiment que le bon sens va reprendre. Même si ce dossier reste pollué par les annonces politiques, en effet, il suffit que Ségolène Royal ouvre la bouche pour que ça gagne ou ça perde 2%. Mais je pense que les marchés ont compris depuis longtemps que les politiques ne peuvent rien. Ils ont beau raconter leur histoire, on le voit sur Renault encore ce matin, ils ne peuvent rien. Ils ont beau raconter, ça c'est de la publicité ce sont des propos électoralistes qui n'ont plus d'impact. Pendant un temps, ça a eu de l'impact. C'est fini aujourd'hui. Alstom. Alstom, est-ce que l'élément déclencheur que Thomas appelle autrement est là? Le catalyseur est là. C'est-à-dire qu'Alstom, je rappelle qu'on en avait, qu'il y a eu une restitution du cash aux actionnaires, du cash payé par General Electric pour les activités énergétiques. Et donc, on avait diminué notre position de 25%. Donc, la question que je pose toutes les semaines, c'est effectivement à quel moment on en reprendra, parce que je pense qu'il faut en reprendre. Là, on a vu une publication qui était quand même plutôt bien. À partir de maintenant, on est plus très loin du... On a fait un peu de Siemens, je vous rappelle. Hein, oui, donc c'est exactement... À partir du moment du Siemens, c'était la discussion de ce qu'on appelle un proxy d'Alstom. On va probablement aller sur Alstom aussi.
Mais je voudrais juste qu'on se rappelle que Patrick Cron, qui a été débarqué pour des raisons aussi politiques, avait quand même fait en sorte que cette entreprise soit dans sa configuration actuelle et qu'elle soit prête à affronter la relance donc on et les commandes. mais on ne prend pas tout de suite encore? On attend encore? Moi, j'attends encore un petit peu quelques chiffres là. On n'est plus très loin d'avoir l'élément qui porte le marché. Crédit Agricole, les chers à Uber. Crédit Agricole, il y a un problème. Le Crédit Agricole n'a pas publié des résultats conformes à ceux de la BNP ou de la Société Générale, c'est-à-dire qu'ils ne font pas cracher la banque de détail. Et sur le reste, ils sont comme tout le monde. Donc, eux, ils sont en restructuration. La restructuration inquiète. Et surtout, restructurer dans un secteur où on change de métier. Natixis, qui baisse aussi beaucoup cette semaine, ils ont quand même annoncé une chose. Ils ont dit, on est en train de changer de métier, ce que nous, on dit depuis des semaines. Mais c'est pas simple quand vous êtes le patron de ces banques-là, parce que vous avez un paquet de monde derrière vous. Et puis, au Crédit Agricole, il faut le rappeler, on a quand même quelques baronnies qui continuent, non pas de freiner des cas de fer, mais qui sont proches des équipes et qui doivent c'est un peu mieux qu'avant. Message. C'était le centralisme démocratique appliqué, puisque les gens de Paris nommaient ceux de province qui nommaient ceux de Paris. Donc c'est un peu mieux aujourd'hui. Voilà. Bon, on en a encore du Crédit Agricole? Non, on n'a pas de banque, on n'a pas de banque autre. On a juste un ETF. Derniers arbitrages. Cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sort, qu'on rentre? Non, on va probablement peut-être continuer de renforcer quelques titres. On va y aller doucement. Pourquoi? Parce qu'on va attaquer. On voit bien que c'est la partie microéconomique et donc les résultats qui payent en ce moment. Donc on attend à chaque fois ces résultats. On va solder Rheinmetall, vous savez, qui était mais qui a été une belle histoire pour nous. Formidable histoire, donc, 140% en un an et demi dessus, 26% depuis le début de l'année, malgré la baisse d'hier. D'accord, donc on sort Rheinmetall. On sort Rheinmetall, voilà. On va garder de l'argent peut-être pour regarder quelques belles histoires dont Alstom peut faire partie. Je crois, moi, qu'il faut qu'on soit vigilant. Nos histoires micro, savoir prendre les bénéfices quand les résultats tombent, c'est ce qui est... Et alors, les lignes qu'on pourrait renforcer, c'est quoi on reste Atos. Et je pense qu'on renforcera à nouveau Siemens. Si les résultats sont bons. Et si les résultats sont bons, exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci messieurs pour ces analyses et ce spécial Brexit. Merci à vous de nous suivre. Vous pouvez dorénavant nous suivre sur notre page Facebook Décideur TV. C'est facile, c'est facebook.com/DécideurTV en un seul mot, Décideur au pluriel. Merci, bonne semaine à tous.